l'école n'est pas suffisant. Oui, je veux dire ça. L'école n'est pas suffisant pour choisir exactement ce que l'on veut faire. Exemple très simple, actuellement, on a un projet où il faut rendre intelligente en fait une route ici. Bon, puisque c'est un peu confidentiel, je ne peux pas donner la route. Rendre intelligente une route. Oui, c'est très intéressant. Hein. Jean-Eudes d'Almeida est ingénieur électrique et télécommunications. Chez Thales, sa mission était de s'assurer que les systèmes de commande de vol, oui, ce qui maintient les avions en l'air, soient absolument fiables et sécuritaires. Il a également travaillé à Bell Canada, où il est devenu l'un des architectes de nos autoroutes numériques, concevant les réseaux qui nous connectent tous les jours. Il a conçu des systèmes de transports intelligents et dirigé des projets qui impactent la vie de la population canadienne au quotidien. Il a aussi participé à la formation de la génération d'ingénieurs de 2016 à Polytechnique de Montréal. Jean-Eudes n'est pas juste un ingénieur, c'est un bâtisseur. Dans cette vidéo, Jean-Eudes partage avec vous son parcours et des stratégies pour trouver un métier selon vos passions. J'ai été au chômage pendant 1 an, 1 mois, 1 semaine, 5 jours. D'accord, donc bonjour Jean-Eudes. Bonjour. Merci de m'accueillir ici chez toi. On a l'impression qu'il fait un peu chaud, hein, l'hiver Ouais, l'hiver c'est fini. est probablement parti. En tout cas, ça me fait plaisir de te retrouver aujourd'hui pour discuter un peu de ton parcours. Donc, le concept de métier de demain, c'est vraiment de partager ton expérience vraiment dans toute la transparence, voilà, dans toute la franchise, les défis que tu as connus, les bons moments aussi, pourquoi tu t'es engagé dans le métier et puis quel est l'avenir de ce métier. Est-ce que peut-être tu n'es pas en train de chercher une porte de sortie parce que, parce que l'intelligence artificielle est en train de tout bouleverser. Quel sera l'impact de l'intelligence artificielle sur ce métier-là? Voilà, donc en tout cas, tu n'as pas hésité à donner ton accord pour faire cette interview. Ouais. Et puis je n'hésite pas, ça va vraiment aider voilà, tous les jeunes qui sont un peu dans une quête de leur orientation professionnelle. Donc peut-être on va commencer avec des questions simples mais chaudes. Ok. Est-ce que tu peux me décrire ton métier rapidement, juste en 30 secondes? Ok, donc actuellement le métier que j'ai, ça consiste en fait à faire de la conception, des études en fait, pour établir des systèmes de télécommunication dans les infrastructures de transport. D'accord. Très simplement dit. D'accord. Et donc, le titre de ton emploi, c'est quoi? Génie, ingénieur? Bon, actuellement, le titre que j'ai, c'est ingénieur de télécom Ok. et d'infrastructures de systèmes intelligents de transport. Ok, on aura le temps de décortiquer tout ça. C'est des gros mots, Ouais. mais bon, faisons plus simple. A priori, c'est pas clair, mais on va voir. Pour décrire un peu ton métier, parce qu'on aura le temps de voir ton parcours, mais est-ce que tu peux donner un peu plus de détails? Parce que le résumé bref que tu as donné, et je ne suis pas sûr que beaucoup d'auditeurs ont compris en quoi il consiste concrètement pour le commun des mortels. Qu'est-ce que tu fais qui touche à la vie quotidienne des gens? Ok, en fait, pour faire simple, actuellement, il y a beaucoup de transports. Vous avez les trains, vous avez les avions, vous avez les véhicules, en fait. Et tous ces moyens de transport fonctionnent dans un environnement. Et ces environnements, en fait, derrière, il y a beaucoup d'ingénierie qui est faite. Il y a les caméras qui sont là, il y a les systèmes de détection qui sont là, il y a les automatisations, en fait. Il y a beaucoup de logistique. Donc, tout ce qui est peut-être, quand vous prenez, vous allez peut-être à Longueuil, exemple, le GPS vous dit, ok, prends en fait le pont Victoria ou prends en fait le pont Champlain. Derrière, en fait, Google Maps, c'est ça? Google Maps, c'est ça. Derrière, en fait, il se base en fait sur des informations qui reçoivent de quelque part. Ah, parce que moi, j'étais toujours intrigué par qui a fabriqué Google Maps. Ah ouais, Est-ce que tu agis dans le fonctionnement de Google Maps? Dans Google Maps, non. Mais par contre, là où c'est intéressant, c'est que Google Maps, en fait, utilise beaucoup de données d'un peu partout. Donc, même le Canada, même le service de Québec, en fait, fournit des informations. Ces informations, maintenant, en fait, viennent des infrastructures que nous installons. Donc, quelque part, en fait, voilà pourquoi, parfois, on vous dit, vous êtes habitué à prendre son plein. Et on va dire, ok, prends Victoria aujourd'hui. De façon concrète, est-ce que tu peux nous décrire actuellement le métier que tu fais? Quelles sont tes principales tâches, du style les missions qu'on te confie au quotidien? À quoi ressemble une journée avec Jean-Eudes par exemple? Ok, donc bon, en fait, une journée avec moi au travail, bon, il faut dire déjà, je travaille avec homme, donc une journée, typiquement, c'est quoi? C'est beaucoup d'études et puis d'analyse. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on fait très souvent? C'est, exemple très simple, actuellement, on a un projet où il faut rendre intelligente, en fait, une route ici. Bon, puisque c'est un peu confidentiel, je ne peux pas donner la route. Et donc, l'idée, actuellement, moi, par exemple, ce que je fais d'une Rendre intelligente une route. Oui, c'est très intéressant. Hein? Le Le mot n'est pas mal, c'est vrai, parce que ça donne, ça rend genre, mais rendre intelligente une route. Ok. Donc, rendre intelligente une route, mais derrière, c'est pas bon. C'est tout ce qui est comme infrastructure qui va venir communiquer avec l'usager. Donc, j'imagine un peu les feux de route.
Oui. Comment faire en sorte que ce soit le rouge, le... Tu mets, tiens, bah, tu vois, c'est bon, je pense que tu comprends tout. C'est les feux, Ok. c'est les feux de circulation. Ok. C'est aussi les lampadaires. C'est Ok. les panneaux de signalisation. Exact. C'est les caméras qui Uh-huh. détectent en fait bon, la Excès de limite de vitesse et tout ça. C'est un peu vitesse. tout ce qui entre en fait dans le transport. C'est à peu près ça. Ok. Excellent, excellent. D'accord, donc on va s'intéresser un peu à ton parcours avant de revenir encore dans les détails sur ton métier, D'accord. qui est le centre de la discussion. Mais probablement les gens sont un peu scotchés par ce que tu fais, hein, surtout que tu réglementes un peu la circulation, d'après ce que tu as dit. Maintenant, quel a été ton parcours d'études? Si tu peux aller dans les grandes lignes, mais surtout peut-être depuis le primaire où tu as commencé assez rapidement, hein, mais les grandes lignes. Ouais. Ok. J'ai l'impression que tu as eu un long parcours. Ah, tu m'as dit primaire là, je suis allé loin. Ouais. Ok, je vais essayer d'aller comme rapidement. Donc Ok. moi j'ai grandi, je suis né au Togo, Ok, ouais. le meilleur pays du monde. Ouais. Là je vise des frères quoi. Exact. Oui, donc On verra dans les commentaires. c'est the place to go, Togo. Non, j'ai grandi, j'ai fait une école primaire à la Madone. Après, je fais le collège protestant chinois, c'est un grand collège. Ok. Et après, j'ai fait un DUT, un truc technique rapidement. Mhm. Donc, juste après ça, je suis arrivé au Canada. Ici, j'ai fait mes 4 ans d'études à Polytechnique de Montréal. Ouais, c'est à Montréal, pardon, je suis en anglais là. Ouais. Et bon, génie électrique, tout simplement. Ok, génie électrique, oui. J'ai un bac en scientifique génie électrique. Et à la fin du génie, on te demande toujours de faire une année de spécialisation. Ok. Donc ça peut être automatisation, télécom. En fait, il y a beaucoup d'ouverture au génie électrique. Mais moi, j'ai fait ce qu'on appelle en fait une spécialisation pluridisciplinaire. Donc, ça semble pas ça semble contradictoire parce que en gros, j'ai pris 3 axes en fait sur lesquels je voulais avoir de solides bases pour le futur. Donc, moi, je me suis orienté beaucoup en tout ce qui est mathématiques avancées et appliquées, télécom parce que j'aime beaucoup les télécoms, Ok. et pour finir l'intelligence artificielle parce que déjà à mon époque ça on voit déjà en fait ce qui venait. Donc Donc, tu es un bon candidat pour cette ah frère, je suis prêt. Ok, ouais, intéressant. Mais peut-être, il y a une petite question que j'ai. Du DUT, le DUT, tu l'as fait en quoi quand tu étais au Togo? J'ai fait en génie électrique. Ok, génie Génie électrique. électrique aussi, oui. Ok. Et la transition, comment ça l'a fait? Tu as eu une bourse d'études ou bien tu as postulé pour venir payer comme tous les autres étudiants Non, internationaux? en fait quand j'ai fini quand je venais ici, j'avais postulé à 3 écoles. Ok. Polytechnique Montréal, Ottawa, Université d'Ottawa et puis Sherbrooke. Ok. J'ai eu la grâce d'être accepté partout. Ok. La vérité, c'est que l'Université d'Ottawa me donnait une bourse. Mhm. Parce que c'est pour promouvoir le français. Exact. Donc, pour étudier, ils me donnent une bourse. Ok. Mais c'est un peu là, en fait, qu'on voit, je sais pas si c'est l'être humain, mais personnellement, en fait, je voulais aller à Polytechnique. Oh, ok, ouais, quand même, ça a une bonne réputation. Oui, parce que dans le domaine de l'ingénierie, Polytechnique pesait plus sur la balance. Donc, Ouais, j'ai dit à mon ouais. père, papa, ma belle était genre, va à l'Université d'Ottawa, on a une bourse, c'est Voilà, bien, tu fais comme les tranquillement. Québécois. No stress. Mais je sentais que je voulais faire Polytechnique. Ok. Il y avait plus de... Donc j'ai été à Polytechnique, donc finalement j'ai payé comme tous les étrangers ici. Ok, Donc c'est à peu près ça. ok. Tu as fini en quelle année déjà? 2019, 2019, Oui, tu as 2019. fini tes études ici au Canada. ici au Canada en 2019, oui. Ok, donc après ça, comment tu t'es orienté? Directement, tu as commencé à travailler, comment ça s'est passé? Oui, Est-ce que l'insertion a été facile et puis quel était ton parcours passé de 2019 à 2025 maintenant? Ça fait 6 ans là. c'est 5 vrai, ans, hein, 6 le ans, temps ouais. passe vite, je pas Donc- fait attention, le temps passe très vite, Peut-être que tu as wow. déjà bouffé assez de dollars canadiens. Bon, non? je l'ai bouffé mais j'ai payé aussi. Ouais, d'accord. Non, ok, bah, pour résumer, je dis toujours souvent ça aux gens, c'est que j'étais très, je veux dire, j'aime pas dire la chance parce que pour moi c'est des bénédictions. Moi j'ai trouvé mon travail avant de finir. Hmm, On finit j'ai gradué en juin, ok. les examens étaient en avril, mais je vais dire si mon contrat je pense en mars. Wow. Maintenant, est-ce que c'est une tendance générale en génie électrique? Est-ce que ça veut dire qu'il y a beaucoup de débouchés ou bien en Non, général c'est pas une tendance, je vais pas dire que c'est une tendance générale, je dirais en fait ça dépend aussi de où tu t'orientes. ok. Puis malheureusement, il y a beaucoup de personnes il faut dire la vérité, il y a beaucoup de gens qui finissent génie électrique qui sont bien, je vais même dire qu'ils sont même meilleurs que beaucoup, mais qui ne trouvent pas forcément de travail directement. Ah, ok, ouais, Ça dépend ouais. vraiment du Le domaine. monde professionnel est un peu... C'est rude. Ça c'est dépend de 2 choses. Hein. Ouais. Le domaine, Euh, le cycle, mais surtout, ce que j'en ai eu souvent, c'est les relations. Oh. Ouais. Ouais, on chante ça tout le temps. Hein. En Afrique, ça sonne mal. Mhm. Ici, ça sonne bien. Parce Ok. que ça c'est fait différemment. Mais ça dépend Ok. vraiment des relations. Ok. Moi, je pense que c'était beaucoup parce que c'était aussi mon stage. Mhm. J'avais fait un stage à l'époque à Thales. Et
Nautique Canada à peu près. Thales, ouais. Et juste après, ils avaient un nouveau projet, vraiment totalement nouveau, qui sortait de ce qu'ils faisaient d'habitude. Et puis ils m'ont contacté, ils m'ont demandé si j'étais intéressé. Et j'ai dit oui, parce que ce qui est drôle, c'est que je me disais que j'allais pas aller à Thales, mais après, ce qu'ils m'ont proposé était très intéressant par rapport au programme. Et j'ai dit oui, sans hésiter. Ouais. Ok. Donc, je dis que pour toi, l'insertion professionnelle a été assez facile quand même, surtout dans les débuts. L'insertion professionnelle était... Tu as commencé par où quand tu as fini? J'ai commencé à Thales, oui. Ah, ok, Thales. C'était facile. Parce que j'ai vu un peu ton CV, tu t'es promené d'entreprise en entreprise. Oui, c'est vrai. Parce que j'ai vu que tu es allé à Bell aussi. Bell, c'est une compagnie de téléphonie ici, le leader, je pense. Oui, effectivement. En téléphonie et puis Internet. Après, tu as fait aussi STM. La STM. Ouais, STM, c'était avant... c'était un peu avant Thales, par contre. Parce que la STM, la particularité avec la STM, c'est que c'était un projet. C'était notre dernier projet. C'est comme STM, c'est Société de Transport de Montréal. C'est vrai. Voilà. Faut sortir. On oublie. Ouais, Société de Transport Montréal, effectivement. Donc c'était un peu avant Thales, exactement. Okay. Mais l'insertion, il faut qu'on soit clair quand même avec les auditeurs. Quand on parle d'insertion, je pense le but c'est de dire que peut-être comment trouver le travail et peut-être après la vie professionnelle aussi. Parce que la réalité professionnelle et sur les bancs d'études, c'est totalement différent. Moi, j'ai été beaucoup choqué dans le monde du travail. Bon, on va y revenir à ça. Mais je veux juste comprendre quel a été le parcours. Parce que comme j'ai vu que tu as fait beaucoup d'entreprises, tu as quitté Paro, ensuite tu as changé d'entreprise. Mais pourquoi tu changeais aussi rapidement? En tout cas, selon ce que j'ai vu sur ton CV. Je pense que tu feras un bon RH parce que c'est la question que tu poses souvent. C'est vrai. Donc après mes études, j'ai fait Thales. Thales, je l'ai... ce qui est drôle, c'est que j'ai fait à peu près 2 ans, mais c'était 1 an de façon officielle, mais je travaille déjà depuis 1 an. Et juste après Thales, la vérité est que j'ai été au chômage pendant 1 an, 1 mois, 1 semaine, 5 jours. Wow, avec beaucoup de détails. C'était pour la période Covid. Parce qu'à l'époque, en fait, l'aéronautique était très touchée. Et déjà, moi, en fait, notre truc était un truc vraiment nouveau dans la compagnie. C'est même pas encore sorti, ça était sorti dans 5 ans. Donc c'était vraiment un projet novateur. Non, c'était un projet innovateur. En fait, Thales avait un start-up et puis même le nom, ils appelaient ça Top Max. Et c'était vraiment confidentiel. Donc c'était l'un des premiers projets qui était mis sur la glace à un moment donné pendant la Covid. Donc toute mon équipe, en fait, moi j'étais le plus jeune aussi, les autres 20 ans d'expérience. À part ceux qui avaient 20 ans, 30 ans d'expérience, on a perdu notre emploi en ce moment-là. Donc pendant ce temps, tu as eu du mal à retrouver de l'emploi? Pour dire la vérité, j'ai pris 3 mois de vacances où je ne cherchais pas parce que j'ai pas de vacances vraiment. Mais après ça m'a pris du temps pour trouver du travail, sincèrement. Ça m'a pris du temps aussi. Donc on comprend que Thales c'était plus conjoncturel à cause de la crise. Oui. Maintenant après, tu as eu finalement de l'emploi après tes 1 an. Bon, j'ai oublié les détails. C'est important, on s'est compris. Après 1 an. Où ça? C'était où maintenant? Juste après ça, j'ai été à BC de Tactique. C'était une compagnie de télécom privée ici. Donc j'ai été là-bas, j'étais juste là-bas pendant 4 mois. En fait, mon but après Thales, c'était d'aller à Bell. C'était clair. En fait, moi, ça a toujours été clair dans ma tête ce que je veux faire. Quand je veux un truc, je reste dessus. Donc je voulais aller à Bell. Et j'ai pas eu ma première chance à Bell parce qu'ils disaient que j'avais pas d'expérience en télécom. J'avais vraiment, c'était juste ça. J'avais pas d'expérience, j'étais pas bien les 3 candidats, mais j'avais pas d'expérience en télécom. Et qu'est-ce qui s'est passé finalement? C'est quoi? Je me suis dit, ok, j'ai pas d'expérience en télécom, je vais aller chercher une expérience en télécom. Moi j'étais dans la compagnie privée, 8 ans d'expérience, c'est ce qu'ils demandaient, j'avais 0 ans d'expérience. Bell demandait 8 ans. Pas Bell, la compagnie en question. J'ai quand même postulé. J'ai trouvé ça audacieux, ils m'ont pas trouvé, on a discuté, j'ai eu le poste. Donc, juste 1 mois et demi après ça, j'ai repostulé encore à Bell. J'avais été accepté, mais j'ai dit à Bell que je vais d'abord finir mon projet là-bas avant de venir chez eux. Donc après, j'ai commencé à Bell en janvier 2022. Alors que je pouvais commencer en octobre 2021. Et après, j'ai fait Bell. Après, 2024, j'ai quitté Bell et puis j'ai commencé à travailler chez Ecom. C'est une multinationale américaine en tout ce qui est consultation. Je travaille chez eux en tant que consultant. Sur divers projets? Sur divers projets, oui. Wow. Donc, mais pourquoi tu as quitté Bell? Puisque apparemment Bell était une grande ambition pour toi, c'était un objectif. En fait, mais je trouve que tu as quitté assez tôt quand même pour quelqu'un qui a voulu rentrer l'argent. Non, c'est là en fait qu'on voit en fait
que la vie, c'est pas des chocolats. Il veut philosopher. Non. Il veut philosopher. Non, en fait, sincèrement, en fait, j'aime tes questions parce que tes questions sont très, très pertinentes. Et je sais comment, j'essaie de penser à comment réfléchir de façon, répondre de façon politique en fait. Ouais, mais c'est ça que je sais. C'est la politique. Mais pour dire la vérité, c'est seulement entre toi et moi, pour être sincère, maintenant entre toi et moi et eux. L'audience, ouais. Et l'audience en fait, c'était beaucoup, c'était pour des raisons politiques, sincèrement. Oui, je vais dire ça comme ça, sans entrer dans les détails, peut-être que je pourrais te donner plus tard, mais c'est pour des raisons politiques. Et dans le sens où, à Bell, j'avais pas n'importe quel poste, j'avais un poste de directeur, gestionnaire de réseau. Ok, directeur gestionnaire de réseau. Ou pour des, en fibre optique, en fait. Ok. En fait, pour résumer, à Bell, à l'époque, actuellement, à Bell, en fait, il y a la ville de Montréal est dirigée par 7 directeurs. C'est divisé en secteurs. Hein. Donc, les directeurs ont certains secteurs. Et ces secteurs, en fait, sont dirigés, gérés par ce qu'on appelle un directeur de réseau. C'est un peu lui qui a tous les projets, celui qui voit le budget. En fait, en gros, c'est comme si tu avais une mini-entreprise dans Bell et tes secteurs étaient en fait ton entreprise. En fait. Donc, tu gérais ça, en fait. Donc, c'est pas un petit poste. Sincèrement, je pensais même pas avoir ce poste pour dire la vérité. Mais c'est pas non plus... C'est pas aussi un poste juste comme ça. Il y a beaucoup de trucs derrière qui se passent. Politique. Politique. D'accord, donc peut-être que tu vas aller faire une école de politique avant de revenir. Non, mais j'ai compris avec la vie que plus tu as un certain niveau, surtout dans les grandes compagnies comme ça, il y a beaucoup de trucs derrière qui se font, mais qu'on ne voit pas tant qu'on n'est pas à l'intérieur. Et c'est pas forcément basé aussi sur le mérite. Quand tu parles de politique, je suppose que c'est aussi d'autres choses. Hein, c'est pas seulement basé sur le mérite, joue peut-être un rôle important quand même, mais à un certain niveau, on s'entend, c'est beaucoup basé sur des intérêts différents et parfois quand on joue. D'accord, on va pas rentrer dans les détails. On comprend que tu as quitté Bell en 2024. Aujourd'hui, tu es dans une firme de consulting maintenant. Oui, Ecom. Actuellement, oui. Donc, c'est là-bas que tu exerces en tant que... Oui, j'exerce en tant qu'ingénieur de télécom pour le système de transport intelligent. C'est à peu près juste ça. Donc, est-ce que tu peux nous dire un projet concret sur lequel tu travailles? Simple. Un exemple de projet. C'est que je travaille actuellement? Oui, c'est ça. Ou bien dans les récentes années qui peut être vraiment dire... Concrète, en fait. Je peux parler de projets que j'ai fait à Bell, ce sera plus simple parce que le problème avec les trucs comme Ecom, très souvent, ils sont trop... dans la confidentialité. Donc je pourrais dire le projet, mais ouais, je comprends. Pas rentrer dans les détails. Je ne sais pas si ça sera aidant pour les gens. Non, donne quelque chose qui sera plus concret, n'est-ce pas? Ok. Ouais, c'est ça. Ok, donc je fais un truc très simple. Par exemple, à Bell, quand j'étais à Bell, par exemple, et pour le secteur d'Ontario, Ontario, c'est une partie du centre-ville, exemple. On avait un projet avec le gouvernement du Canada. Ok. Oui, et le but, en fait, ils étaient en train de construire le nouveau palais de justice. Ils n'ont pas commencé, mais ils sont en train de le faire actuellement. Mais de façon concrète, en fait, ils avaient besoin qu'on déplace le réseau. Dans le secteur là, en fait, vu qu'ils construisaient un nouveau palais, il y avait des réseaux souterrains qui empêchaient de construire en fait le palais de justice. Il fallait quasiment déplacer ce réseau. Et déplacer un réseau pour les firmes de télécommunications, en fait, c'est pas de l'argent qu'on gagne. C'est de l'argent qu'on perd. Ouais, naturellement. Parce qu'en fait, il faut revoir le réseau. Il y a des gens qui sont sur le réseau. Il y a des gens qui paient déjà pour la connexion. Il faut trouver un moyen de contourner. En fait, trouver d'autres... Pour ne pas qu'ils soient déconnectés. Exactement. Donc, ça demande peut-être beaucoup plus de travail. Plus de travail et puis revoir. En fait, est-ce que c'est encore possible? Où est-ce qu'on peut passer? Parce que... Donc, il y a beaucoup de trucs comme ça. Donc, moi, c'était un travail que j'avais de trouver un moyen de dépasser ce réseau pour satisfaire le gouvernement du Canada. Parce que c'était vraiment le gouvernement canadien qui nous avait fait signe pour satisfaire en fait les clients et pour finir pour satisfaire aussi Bell. Ouais, effectivement. Donc, il y a tu étais le chef de ce projet. Oui. C'était dans mon secteur. En fait, c'est ça. Donc, vu que c'est dans mon secteur, tous les projets dans nos secteurs, en fait, nous sommes responsables. Totalement, en fait. Donc, oui, il y a beaucoup de gens à côté qui travaillent avec nous. Mais s'il se passe un truc, c'est qui le gestionnaire du secteur? C'est Jean-Eudes. Donc, peu importe ce qui se passe avant, derrière, le background, c'est Jean-Eudes qu'on va venir voir. Donc, c'était un truc assez chaud, parce qu'il y avait des normes et tout à respecter. Et pour dire qu'il n'y avait pas de solution à l'époque, on savait pas trop je savais pas trop comment j'allais faire. J'étais voir mes collègues même pour leur demander leur avis. C'était chaud, j'ai décidé finalement de faire quelque chose.
c'est un peu comme ça. En fait, c'est avec ce projet que j'ai quitté Bell. C'est après ce Pourquoi projet. ça s'est pas bien passé ou Bah, ce qui est drôle, c'est que ça s'est bien fini en fait. très bien passé, ok. Ça s'est bien fini, mais c'était mon dernier projet à Bell. Ok. Et disons que on n'était pas d'accord sur certaines choses, Ah, ok. mais à la fin, La délocalisation que tu as faite est toujours restée, non? Juste oui, non. Actuellement, ils vont avec les idées. Un collègue, pour eux que je me taise, un collègue m'a confié en fait que finalement, ils sont partis avec cette idée-là. Ok. Mais pour dire la vérité, les représentants en fait du gouvernement, la SPAC à l'époque, j'ai eu une discussion avec eux, ils ont apprécié le travail, ils étaient vraiment contents. Moi aussi j'étais content. Ok. Donc c'est un peu comme ça que j'ai quitté Bell. Mais c'était un très beau projet. Ok, ouais, mais franchement c'est concret et puis ça donne beaucoup de responsabilités. Hein. Je suppose un peu de stress, mais en même temps il y a la fierté d'avoir contribué à quelque chose de grand quand même. Ouais, c'était beau. Ok. Donc la question suivante c'est juste quand est né le déclic pour toi pour devenir ingénieur électrique, c'est-à-dire de t'orienter dans cette voie de tout, travailler avec les histoires c'est ça, nos câbles, gestion de route, je sais pas, tu as parlé de tellement de choses, mais d'où est venue la motivation? Est-ce que c'est une personnalité? Est-ce que c'est un événement? Mais comment tu as fait ton choix de carrière? Ok, cette question me fait beaucoup réfléchir aussi parce que ça demande à ce qu'on remonte loin. Et effectivement, mais si tu as remarqué, c'est vrai, peut-être que de mon CV tu vois que j'ai beaucoup bougé, mais si tu fais attention, le point commun dans tout ça, c'était beaucoup les transports. C'était beaucoup les transports et les télécoms. C'était les deux qui ressortaient le plus, si tu fais attention, que ce soit Thales, c'est beaucoup les transports et la télécommunication. Ok, d'où ça vient ce déclic? En fait, il y a 3 points. Mais il faudrait qu'on retourne dans le passé, dans certains aspects historiques. En fait, le premier aspect, c'est que j'ai toujours eu beaucoup d'amour pour tout ce qui est mathématiques. Okay. J'aime les mathématiques. Je vois quelque chose, mathematical thinking, donc je peux attester. Je peux attester. Toi, observateur. J'aime les mathématiques, donc j'ai toujours eu un fait pour les mathématiques. C'était la matière que je détestais le plus. C'était la matière que j'adorais le plus. Que tu détestais le plus? Au début, c'est la matière que j'aimais le plus. Et moi, quand je finissais, en fait, chez nous, après le baccalauréat pour les Africains qui regardent, moi, je pensais qu'à faire les maths. On me demande qu'est-ce que tu veux faire. Moi, dans la tête, c'était je veux faire les mathématiques. Je veux juste des maths. Exact. Maintenant, la question c'est ok, je vais faire des maths, mais tu vas faire quoi? Être professeur de mathématiques? Non, ce n'était pas ce qui m'intéressait, même si j'aime bien enseigner les mathématiques. Mais je voulais juste faire des maths. Et c'est ma mère qui me dira mais tu veux faire les maths, mais tu veux faire les maths pour faire quoi exactement? Bonne question. Ma mère, c'est une femme qui pose de très bonnes questions. Excellente question. Parce que moi, à l'époque, je pensais à mathématiques et informatique. Parce que j'aimais tout ce qui est informatique, j'aimais tout ce qui est mathématiques. Ma mère me dit, mais tu veux faire quoi plus tard? Trouve quelque chose où les maths sont intéressants. Là, j'ai commencé à vraiment chercher. Vraiment, littéralement, j'étais sur Google. Métier avec les maths. Wow. Les métiers qui sont ressortis sont ingénierie. Il y a eu des trucs comme Acharya, il y a eu comme tout de finance. Acharya, Et je me rappelle qu'un jour, je sortais avec mon père et puis il y avait un professeur qui venait voir mon père. On l'appelle professeur Bédia, un homme très charismatique, mais vraiment, c'est un grand homme. Il me dit, jeune homme, soit tu vas faire avec la télécommunication. Puis télécommunication, et puis je cherche, et je vois qu'en télécommunication, il y a beaucoup de mathématiques. Il y a beaucoup de maths. Donc en fait, j'ai pas été ingénieur électrique parce que j'avais un déclic de faire l'ingénieur électrique, mais c'est parce que je cherchais donc, quelque part. Donc en fait, tu avais une passion. Et la passion, la grosse question de la maman, c'est qu'est-ce qui va te permettre de manger avec la passion? Voilà. Enfin, je sais pas, tu as tout dit. Qu'est-ce qui va me permettre? C'est bien les maths, mon fils. Ouais, c'est ça. Tu vas manger comment, mec? Tu vas faire quoi? Donc, c'est ça. Donc, après, en fait, tout ça, j'ai vu ce professeur qui m'a parlé de télécom. Quand il pensait télécom, je me rappelle, à l'époque, il y a un truc chez nous, on appelle l'INSI. Un truc de génie, c'est un concours. J'étais à ce concours-là, j'ai échoué. Mais j'ai échoué parce que en fait, j'avais choisi la mauvaise filière. J'avais mis à l'époque génie mécanique. Parce que les trucs sont compondés à cause du génie. Tous mes amis qui ont fait les trucs sont passés, moi j'ai échoué à l'époque. Mais pourquoi j'ai échoué? Je suis bien fait, mais la pondération était différente. Donc j'ai été dans l'institut du COESA actuellement, génétique, et puis là, c'était facile quoi. Donc après j'ai fait génétique pour faire de la télécommunication, parce qu'il y a des maths à l'intérieur, et puis
qui parle génie électrique parle de beaucoup de mathématiques, on sait tout ça. On sait beaucoup plus ça. Mhm. Maintenant, après, aussi, maintenant, vers la dernière année de la Polytechnique, on a eu un projet très important. C'est un peu là qu'intervient la STM et Bombardier. Ok. Donc, c'est un projet, en fait, où il fallait concevoir un logiciel de vision automatique, apprentissage automatique, vision automatique, en fait, pour la STM, pour les nouveaux trains actuellement. À l'époque, ils étaient tout neufs, mais pour Bombardier. Donc, ça demandait alors de la télécommunication, des transports et puis de l'intelligence artificielle. Donc, ça, dans ma tête, c'était genre, il faut vraiment que je reste dans le domaine de tout ce qui est intelligence artificielle, mais c'est incroyable à quel point, en fait, ça peut être appliqué dans tout ce qui est transport et autre chose, en fait. Donc, c'est un peu pour ça, en fait, que tu verras que dans mon parcours, il y a beaucoup de télécom, mais beaucoup de transport aussi. Il n'y a pas encore l'aspect intelligence artificielle de façon poussée, mais elle est là, elle arrive aussi. Excellent. Franchement, j'ai apprécié l'aspect où la démarche que tu as adoptée trouver un débouché par rapport à ta passion. Parce que après, je pense qu'en Afrique, il y a de très bons étudiants, surtout qui font beaucoup de choses, surtout en mathématiques. Et je pense à mes frères camerounais qui font beaucoup de mathématiques, mais après, l'orientation ou le choix des filières est un véritable défi pour ces personnes. Donc peut-être que faire comme Jean-Eudes, en fonction de ta passion, si c'est physique-chimie, peut-être prendre le temps de chercher quels sont les métiers vraiment que tu peux faire avec. Parce que pour ne pas être fini et puis, bon voilà, tu ne sais pas que faire avec ton diplôme. Donc, disons que la mère a joué un rôle essentiel dans ce choix. Sinon, tu aurais pu avoir le plus haut diplôme, mais finalement tourner en rond, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Ok, excellent. Est-ce qu'il y a des fausses croyances? Je pense que tu as voulu parler un peu de ça. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surprise quand tu as embrassé ce métier-là? Ou bien est-ce que tu penses que le commun des mortels se trompe sur beaucoup de choses? Bon, je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai eu beaucoup de chocs dans le milieu professionnel. Non, mais il faut dire, en fait, j'aime beaucoup ce que tu fais parce que ça permet vraiment aux gens d'avoir du concret. Exact. Surtout quand on est transparent, c'est important. Moi, je vais commencer avec ceci. Il y a un professeur qui me disait très souvent à l'école, à l'époque, il me disait ceux qui ont emprunté la route ne l'ont pas emporté. Une façon de dire en fait que très souvent, il faut juste voir ce que les gens ont fait ou par où ils sont passés pour comprendre en fait comment vous devez vous orienter. Exact. Souvent. Et le chemin est toujours là. Donc, aujourd'hui, parler de ce genre de choses permet aussi de dire aux gens que voilà la réalité. Et bon, l'une des choses une des fausses croyances d'abord dans ce domaine, c'est de penser en fait que c'est purement technique et que parce que tu es bon à l'école, parce que tu fais tout très bien, parce que tu es excellent, bah le boulot c'est la même chose. C'est juste être excellent, genre trouver des solutions techniques, appliquer des lois, appliquer des raisonnements. Moi, je pense qu'à l'époque, c'était une des choses que je me disais. Bon, peut-être que j'étais le seul, parce que j'étais très naïf, mais l'une des choses qui m'a vraiment marqué, c'est l'aspect complexité humaine. L'homme. C'est la jungle. non, c'est la jungle parce que c'est pas purement. L'ingénierie n'est pas purement, en fait, ingénierie. C'est pas purement technique. Les gens pensent que c'est juste. Quand tu es ingénieur, c'est juste ça. Il y a l'aspect humain qui joue un rôle. En fait, je dirais même que c'est le rôle le plus important. Donc, mais de façon concrète, ça dit que. Ok, faisons simple en fait. Faisons très simple. Façon concrète, d'accord? Exemple très simple. Je vais dire un exemple très simple. Tout à l'heure, je parlais de dépasser le réseau. Faire trouver une solution, n'est-ce pas? D'accord. Donc, tu trouves une solution pour dépasser le réseau. Mais il y a des normes à respecter, d'accord? Mais après, maintenant, quand tu trouves cette solution et que tu l'exposes, ok, voilà ce qu'on va faire, voilà le plan de match. Mais à côté, en fait, t'es pas le seul qui va se lever et dépasser ce réseau. Il y a beaucoup de disciplines derrière qui sont en jeu. Donc, l'interdisciplinarité. Voilà, c'est surtout ça, l'interdisciplinarité. Tu vois, tout ce qui est multidisciplinaire, là, c'est ça qui est vraiment complexe. Parce qu'il y a les techniciens aussi, il y a les laboratoires, parfois, ça dépend aussi. En fait, tu dois ceux qui ont peut-être changé le poteau, en fait, il faut des gens pour creuser. Est-ce qu'on a le temps? Est-ce qu'on peut bloquer les routes, en fait, dans des signaleurs? Donc, il y a beaucoup de métiers qui entrent en considération. Et derrière ces métiers, c'est des gens. C'est des humains qui ont aussi leurs contraintes. Donc le but au final, ce qui est difficile parfois, c'est de trouver en fait une façon de gérer en fait tous ces intervenants-là. Donc trouver une solution, c'est pas... Bon, si c'est important, mais
l'application de la solution, c'est ça qui est difficile en fait. Ok. Et parfois, on s'entend, on passe beaucoup plus de temps à débattre dans les réunions pour trouver qui fait quoi, Ah ouais, on fait comment très quand. souvent, c'est Non, vrai, non, non, les il y a beaucoup de... réunions. non. Waouh, On passe beaucoup de temps dans les réunions très souvent en fait. Et Ouais, là, ouais, c'est une perte de temps parfois. Ouais, Parfois, bon. c'est nécessaire aussi. Ouais, ouais, Mais je cet comprends. aspect-là, Tu n'avais pas vu ça en fait. je ne vois pas venir. Ok. Par contre, mais ce qui est drôle, c'est que très souvent, on le dit, travailler en équipe, parce que c'est important dans l'ingénierie. Et oui, en équipe, parfois, il y a ces petites choses là, on se dit, ok, ce coéquipier là, non, ce qui fait, je Il y n'aime a, pas ouais, ça. question de personnalité C'est aussi ça. des gens. Mais on voit, ça, c'est juste aspect équipe. Travail d'équipe peut-être à l'école, mais dans un milieu plus grand, c'est. Avec des gens qui ne sont pas dans ton domaine, la Et communication va c'est être ça. encore plus compliquée. Voilà, la communication est l'aspect très essentiel en ingénierie. Donc, les gens qui ne sont pas dans ton domaine, les gens qui ne sont pas aussi non plus, qui n'ont pas ton langage. Exact. Bah, on parle de multigénération aussi, hein, des Ouais, gens ouais, tel ouais, âge, je d'autres comprends. tel âge, culture aussi. Culture surtout. à Montréal, c'est sûr que ouais, on vient un peu de Oui, partout. c'est ça. D'accord, ok. En tout cas, c'est. Mais de toute façon, en général, en fait, pour résumer, c'est vraiment ça, c'est pas purement technique. Moi, je pensais que ce serait toujours un truc de juste trouver des solutions. Des équations, Bah, puisque des tu es à équations, l'aise. les mathématiques, on s'entend. Non, mais non, c'est Donc, pas ça. c'est vraiment quelque chose, il faut déjà être conscient de ça et puis Oui. commencer à cultiver. Est-ce qu'il y a une façon, des choses que tu aurais fait différemment peut-être pour cultiver cet aspect plus quand tu étais sur les bancs ou bien tu penses que ça va? Puisque ça a été comme une petite surprise pour toi, est-ce que si tu retournes dans le temps avec cette information, tu aurais pu changer certaines choses à ton avis? La surprise pour moi était à quel point ça jouait dans les projets. Tu savais plus ou moins que c'était important. Côté image, c'est toujours important, on nous a appris ça très souvent. Ok. Le fait de travailler en équipe. Donc, personnellement, côté image, j'ai pas vraiment du mal avec les gens, mais savoir gérer les émotions humaines, c'est un autre souci. Ouais. Donc peut-être que si je retournais à l'école, peut-être que je ferais, c'est peut-être chercher un cours en sociologie, c'est la gestion Ou bien de psychologie. Bah non, mais non, je veux dire ça aide hein. Ouais, J'ai juste hier un projet qu'on devait rendre hier, c'est qui était central pour ce projet m'appelait pour dire ah Jean, vraiment je suis fatigué parce que là vraiment les choses sont mal faites, j'ai trop de travail. Il faut savoir quoi dire. Pourquoi il ne dit pas c'est bon, moi je m'arrête là. Parce que moi je dois livrer. Mais si je ne livre pas, c'est pas hey, c'est moi dans tous les cas. C'est toi le chef, ouais. Il faut savoir aussi gérer les attentes en fait, de tes collègues aussi, c'est important. Ouais. Mais en même temps, ça ouvre aussi la perspective sur une question importante aussi. C'est quoi les qualités pour être ingénieur en génie électrique par exemple? Du style, quelles sont peut-être les qualités non seulement techniques, peut-être compétences et qualités. Compétences du style, ça peut être technique, mais après il peut y avoir d'autres qualités. Tu as déjà commencé avec les qualités, je pense, de communication. Oui. Est-ce que tu peux donner peut-être un tableau un peu plus élargi? D'accord. Mais, ok, je vais le dire pour le génie électrique, mais je pense que ça marche pour beaucoup d'autres génies. Ok. Peut-être pour d'autres métiers aussi, mais on va rester sur le génie électrique. Bah, le génie en gros aussi. C'est beaucoup, il faut être rigoureux. L'aspect rigoureux est très important. Partout il y a les maths. En général, c'est la rigueur. En fait, j'aimais les maths à cause de la rigueur, sincèrement. Ok. Mais là, c'est même pas l'aspect maths, parce que les maths même ne viennent pas vraiment jouer un grand rôle aussi, ici. Hein. Mais c'est l'aspect rigoureux dans le travail, quand tu es ingénieur. Rigoureux, la curiosité est très importante. Parfois, ça sonne cliché. J'en parle de être curieux, ça passe partout. Mais c'est vrai. Pourquoi? Parce que il faut que tu te demandes, ok, pourquoi ça marche comme ça? Pourquoi ça fait comme ça? Parce que si tu vas juste comme ça, tu vas te perdre. Ouais. Donc c'est important d'être rigoureux, curieux. Donc je commence avec les deux là. Maintenant après c'est vraiment être persévérant. Être persévérant en fait c'est très très important en fait parce que les gens diront c'est pas la peine d'avoir de très bonnes notes pour être ingénieur. C'est vrai. Mais ce que les gens oublient souvent c'est que l'habitude est une seconde nature. Donc quand tu te forces à être excellent et à être persévérant dans quelque chose, en fait, tu es en train de créer en fait une nature de ta personnalité, un caractère. Tu es en train de bâtir un caractère. Donc la persévérance est un caractère qu'il faut beaucoup bâtir. Parce que parfois ça va marcher. Parfois en fait, tu n'as pas ce que tu veux. Parfois en fait, ça va pas assez vite pour toi. Donc pour être ingénieur déjà, il faut être persévérant. Après, il faut savoir s'adapter. Parce que c'est pas un métier figé, hein. Ça bouge beaucoup. Donc il y a aussi de grandes chances que tout ce que tu as appris à l'école,
tu vas sur le terrain, c'est pas exactement ça. Je dirais pas qu'il y a de grandes chances, il y a d'énormes chances. C'est quasiment sûr. Un truc quasiment sûr. Pourquoi? Parce que ce que chaque compagnie fait est propre à elle. Ouais. La compagnie est vraiment un service, dans la expertise, dans là en fait un secret qui fait d'elle la compagnie chez qui il faut aller. Mais ce secret en fait ne se trouve pas dans les bancs d'école. Parce que parfois à l'école on est parfois en retard sur ce qui se passe dans la réalité. Ouais, ça c'est vrai. Ouais. Donc, c'est des théories qui ont été développées depuis longtemps. C'est ça, maintenant à l'école ce qu'on t'apprend à faire, c'est en fait de façon simple, concrète, à l'école on t'apprend à réfléchir. À raisonner, exactement. À raisonner. On t'apprend à trouver une solution, on t'apprend une démarche d'approche d'un problème. On ne nous dit pas ça souvent à l'école. Non, on va pas vous le dire, mais... Souvent, on a l'impression qu'on veut juste nous apprendre à calculer 1 plus 1 égale à 2. Ouais, mais après, peut-être que c'est le raisonnement. Ce qu'on doit tirer au final, c'est le raisonnement. C'est vraiment l'éthique de travail et puis la persévérance, en fait. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Quand j'étais à Thalès, pour être sincère avec les gens, le cours qui m'a le plus servi à Thalès était un cours que j'ai eu en première année. C'était le cours où je peux dire en fait que si j'avais pas fait ce cours, je n'aurais pu être à Thalès. C'était un cours de circuit logique. Circuit logique, oui. Ok. Ça m'a beaucoup aidé. Okay. Mais tous les autres cours à travers n'ont pas aidé de façon concrète, mais la résolution de certains problèmes en fait ont forgé un caractère, une façon de raisonner qui fait que ah mais ça en fait c'est juste un court-circuit. Ah mais ça en fait il faut juste faire une dérivée pour trouver en fait le... Ah donc on utilise les dérivés dans ton travail. Bah en fait on tout ça... Ouais, j'ai fait ça. J'aime ce que tu fais parce que c'est parfois en fait ce qui se passe c'est que on va dire que tu fais une dérivée, hein. Exact. Mais en fait tu comprends que tu dois faire une dérivée ici. Ah ouais. Quand tu comprends que en fait c'est une dérivée qui a été faite pour que l'aile fasse ce mouvement là en fait. Donc les gens se demandent souvent, je vois sur les réseaux sociaux, à quoi c'est les maths, à quoi c'est intégral. Donc voici quelqu'un qui fait les dérivés dans son métier. Dans bien d'aspect ça marche. Là actuellement dans ce que je fais actuellement je n'utilise pas les dérivés mais dans bien d'aspect ça j'utilisais à l'époque ça aide beaucoup dans toutes ces simulations aussi. Ouais. Ok. Mais bon peut-être tu as souligné un peu aussi l'aspect des défis, mais peut-être que je vais combiner la prochaine question en deux. Est-ce qu'il y a des défis que tu peux pointer du doigt qui t'ont vraiment marqué ou encore des échecs, hein, parce que au cours de ce parcours, je pense assez long pour ce que tu as déjà fait, mais relativement quand même depuis 2019, est-ce qu'il y a eu des moments qui t'ont vraiment touché, disons des échecs desquels tu as appris des leçons et ces leçons probablement peuvent profiter à l'audience qui nous suit. Oui, je dirais ainsi que ce qui est vraiment vrai, c'est que je reste dans cet aspect, mais c'est l'aspect qui est plus parlant. C'est vraiment l'aspect humain. Ok. C'est l'aspect humain. Pourquoi l'aspect humain? Parce que le défi, je veux dire, moi quand j'étais à Bell, en tant que directeur de gestion de réseau, j'avais pas d'expérience sincèrement. Et c'est pas, je m'attendais pas à avoir un poste de ce genre très rapidement. Donc ça imposait beaucoup de responsabilités. Ça allait assez vite. Ça allait très vite. Je dis, mes collègues avaient 10 ans d'expérience. Le plus jeune avait 6 ans d'expérience. Mais moi j'étais là avec concrètement 0 ans d'expérience. La question après c'est pourquoi j'ai été pris. Ça c'est un autre aspect aussi. Mais la vérité c'est que le défi ici énormément c'est d'abord savoir prendre la responsabilité de gérer un projet de A à Z, et cette responsabilité est vraiment plus importante quand tu dois composer avec des gens qui n'ont pas forcément le même langage, parfois qui n'ont pas en fait comment dire ça, on n'a pas la même vision de la vie, hein. Ouais, effectivement. On voit les choses différemment nous tous. Donc la vision de la vie, il y a beaucoup de collisions dans la vision de faire des choses, beaucoup de différences. Donc, comment tu composes toutes ces différences pour faire de ça une belle équipe? Oui, et puis l'autre chose aussi qu'on oublie très souvent, mais qui est vraiment citée en ingénierie, c'est toujours les normes. Les normes qui changent. Il faut se mettre à jour. Hier, cette norme marchait. Aujourd'hui, on va dire que non, la norme là ne marche plus. Ou il y a quelque chose de nouveau. Toi, en tant qu'ingénieur, tu es obligé de te mettre à jour. Le minimum, en tant qu'ingénieur, tu es obligé d'aller chercher. Tout le temps. Du moins, quand je fais un projet, va chercher quoi. Moi, il y a quelqu'un qui m'a donné un conseil. Je prends au moins 1 heure par jour pour lire les normes. Même ça part, ça y est maintenant, lis-les, au moins tu les as en tête en fait. Il y a les normes changeantes qui jouent un rôle très important aussi.
Et surtout, les plus gros défis, très souvent, en fait, ça c'est dans tous les milieux, mais beaucoup en ingénierie, c'est les délais. Parce que quand tu veux rendre un projet, en fait, tu as une deadline. En fait, dans le deadline, c'est dit, en fait, tu as un temps où tu dois rendre le projet. Donc, quand un truc qui marche pas, qu'est-ce que moi, en tant qu'ingénieur, ou qu'est-ce que moi, dans ma position, je peux faire pour l'équipe, pour la compagnie, pour qu'on respecte ce délai. Et ça, parfois, ça, je me rappelle, il y a plusieurs fois dans ma journée, par le passé, on finit tous à 17h, hein, mais moi, j'étais là à travailler jusqu'à 23h. Pourquoi? Parce que je sais que si je ne reste pas jusqu'à 23h, on va pas livrer à temps. Ouais. En tant que chef du projet, tu es obligé de faire souvent l'extra aussi pour... Bah, déjà, en tant que chef de projet, tu es obligé, mais même en tant que juste ingénieur simple, quand tu as une certaine éthique de travail, ou quand tu sais en fait que, bon, tu vas pas bien dormir, ou ça va pas vraiment t'avantager si ça se fait pas. Si ça n'avance pas, Parce que quand j'étais à BC Tactique, j'étais pas chef de projet, j'étais juste un ingénieur simple, mais au moins 3 fois, j'ai travaillé jusqu'à 23h. Et là, avec mon chef de projet qui était étonné de me voir toujours travailler, donc on a gardé de bonnes relations, mais c'était vraiment la réalité à l'époque, il fallait qu'on livre ça. Mais à Bell aussi c'était pareil, parfois tu es là, tu es déconnecté, mais tu es connecté. Tu vois, donc c'était beaucoup de défis, donc l'aspect humain, les normes qui changent souvent, et puis beaucoup les délais qu'il faut respecter pour le client. Excellent. C'est très important. Franchement excellent. Maintenant, ce que je voulais dire, c'est... Attends, est-ce que je vais te couper parce que tu m'as dit aussi s'il n'y avait pas un échec. Oui. L'échec c'était justement un truc comme ça, parce que je me rappelle qu'une fois, à Bell par exemple, à un moment donné, en fait, parmi les travaux, on n'a pas pu respecter une deadline, pas parce qu'on n'était pas dans le bon temps, mais parce qu'en fait, la communication était mauvaise sur les plans. C'est-à-dire, c'est passé un truc, je ne me rappelle plus des détails exactement, mais je sais juste que ce qui était en train de faire par l'entrepreneur du client, est-ce que nous on avait produit dans les plans, en fait, il y avait une mauvaise compréhension. Donc au final, en fait, le client était fâché, en train de perdre de temps. Du coup, là, il y a beaucoup de choses. On m'appelle moi, je comprends pas ce qui se passe. Et puis après, à un moment donné, je m'assois pour voir, mais il se passe quoi en fait. Et je me rends juste compte que on s'est juste mal compris. En fait, tout était bon, mais on s'est mal compris. Le client et vous? Oui, la faute était des deux côtés. Parce que il a mal compris ça, donc il disait ça. Nous, on prenait ce qu'il disait sur quelque chose, mais on n'était pas on voyait pas la même chose. Donc, comme ça, on a des lunettes, mais on voit pas la même chose. Mais on parle comme si, quand on se disait, en fait, avait un sens. Non, il y avait une mauvaise compréhension, en fait, visuelle, donc une mauvaise communication. C'est comme deux personnes, une en face du 6, l'autre de l'autre côté. Le 6, très très belle, le 9 en 6. Très belle image, oui. On voit que c'est 9, non c'est 6, non c'est 9, 6. Mais pourquoi ça a été un échec? Je me dis que ça peut arriver. Est-ce que c'est un échec en tant que tel? Ou bien est-ce qu'il y a eu des conséquences après qui ont été assez grandes? Oui, si c'est en fait, pourquoi je dis que c'est un échec? Pourquoi en fait? C'est parce que dans cette pensée de le client qui pensait que non, ça n'a pas été fait comme il faut, c'est ce à quoi s'attendait en fait. Mais derrière lui, en fait, il y a des déplacements qui sont faits. Bon, on va peut-être envoyer un coordinateur ou des techniciens pour trouver une solution, pour aller voir ce qui se passe sur le terrain. Mais ce coordinateur ou ces techniciens souvent qui vont, ils ont aussi leurs horaires. Ils ont peut-être des trucs de prévu. Donc ils doivent laisser ceci parce que le cas là devient plus prioritaire. Et quand ils vont là, en fait, à côté de ça occasionne des délais. Donc le collateur, en fait, il va dire à l'autre que finalement je peux pas venir aujourd'hui, je vais venir dans une semaine. Mais on perd une semaine sur un projet. Donc en fait, l'échec est plus dans en fait, l'organisation qui s'est fait pour répondre à d'autres choses. Parce qu'on a dépensé de l'argent peut-être pour faire des choses, pour rattraper le temps perdu. Alors que si on n'avait pas eu ce propos là, on ne va pas dépenser autant. D'accord. Donc la prochaine question est un peu liée à la précédente. Avec tous ces défis, avec ces difficultés, qu'est-ce qui te motive au quotidien? Qu'est-ce qui te plaît tant te fait que tu continues quand même de faire le métier que tu fais actuellement? Je répondrai ceci. Je pense j'étais en train de marcher au centre-ville. Et j'étais genre, mais actuellement en fait ça, c'est là parce que je travaille sur ce projet. Donc c'est concret en fait. C'est concret. Wow. C'est concret, je veux dire, ça reste trop, ils disent, c'est vraiment vrai, mais je donne cet exemple parce que je me suis moi-même surpris
à être juste content de voir en fait que ça là, ça marche parce que j'ai travaillé dessus, parce que c'était moi qui ai fait ce projet-là. Wow, Et les gens à côté ne le savent pas, mais c'est gratifiant en fait. Ouais. J'avais un collègue qui me disait à quel point c'est important et tout. Au début, j'étais genre, ouais, mais au final, on veut juste l'argent, et tralala, on veut juste payer les factures. Mais quand quand tu es dedans et que tu vois tout ce qui se passe, tout ce par quoi tu passes, tu es juste content de voir en fait se matérialiser un projet sur lequel tu as travaillé. Ouais, c'est parfait. Mais C'est donc, bien ça. comme tu as parlé justement d'argent, est-ce qu'on gagne bien sa vie en tant qu'ingénieur électrique? Bonne question. Mais en même temps, je pose la question autrement. Ouais. C'est quoi gagner bien sa vie? Ben, enfin, peut-être tu gagnes quand Parce même que- beaucoup plus que la moyenne, peut-être. Ok, d'accord. C'est ironique parce que mon père et moi, on avait cette discussion juste hier soir. Ah, ok. Ouais, Donc, je m'immisce dans votre Ah, conversation. tu vois, mais tu étais là, du côté. Non, mais la vérité, c'est que, pour être sincère, Mhm. comparer la moyenne des gens, parce que la moyenne salariale, actuellement, c'est quoi? C'est Ben, 45 000. c'est pas trop. À moins que, 45 non, 000 parce à Montréal. au Québec. Ok, Au Québec. Mhm. La moyenne salariale, c'est 45 000. Et, Par exemple, bon, peut-être pour te donner une idée, on sait que les médecins, ils gagnent bien leur vie. Tu vois? On sait que les médecins, quand même, ils gagnent beaucoup d'argent. les médecins gagnent bien leur vie, mais s'ils ont une vie, ça dépend des médecins. Je parle de financièrement, je pense qu'ils sont bien payés. Oui, Je non, dis que peut-être tu parles du temps, est-ce qu'ils ont le temps, tu Exactement. vois? Mais oui, en termes de rémunération, Je ne fais pas le salaire de médecin. Donc, tous ceux qui veulent être ingénieur, si vous voulez être ingénieur, non, c'est pas je me trouve à la caméra. Si vous voulez être ingénieur pour faire le salaire de médecin, s'il vous Non, plaît, c'est pas ce que j'ai dit. s'il vous plaît, allez faire des études de médecine. Attention, c'est pas ce que j'ai dit. Non, je te Mais, taquine, ouais, je te taquine. Moi, je pense que c'est une bonne question parce que, est-ce qu'on gagne sa vie? Je dirais oui. Sincèrement, je dirais oui. Ok. Pourquoi je dirais oui? C'est en fonction juste de la base quand tu commences comparé à la plupart des gens. Tu suis? Pourquoi? Parce que ce que j'ai remarqué, c'est que quand tu es ingénieur, en fait, plus le temps passe, plus ton expertise vaut quelque chose. Donc l'expérience aussi paye. Avec le temps, moi je dis aux gens, avec le temps, quelqu'un qui est un ingénieur qui est sage ne peut pas mal finir avec le temps. Parce que moi quand j'ai commencé, et je veux dire, quand j'ai commencé il y a 5 ans, en 2019, quand j'ai commencé il y a 5 ans déjà, je me rappelle qu'à l'époque, la plupart des... Je sais pas c'était quoi le salaire à l'époque, mais je sais quand même que j'ai commencé avec un 61 000. 61 000. Oui. Ouais, ça, C'était à c'est- 5 ans. C'était Ouais. à 5 ans. Et moi, déjà, je trouvais ça déjà assez bien. Ouais. Quand je connaissais la moyenne à l'époque. La plupart des gens commençaient dans les 50 et 40, quelques, et ouais, tout, ouais. 40 et quelques. Moi, je commençais déjà à 61. Je trouvais ça déjà très bien. Ouais. Et je me sentais riche. Ouais, quand même. Tu finis juste de tes Oui, études. bon, ça c'était à l'époque. Mais là, Je aujourd'hui, suis ça que- c'est plus grand chose, quoi, tu vois. Ouais, Avec le temps, l'inflation et tout ça. c'est là. ça, avec le temps, en fait, ça change. Aujourd'hui, pour répondre à la question, je dirais un truc, c'est qu'il y a un truc en ingénierie, on appelle ça le génium. C'est comme, comment dire ça? C'est un recueil qu'on a qui sort chaque année pour les ingénieurs. Et ça donne la moyenne salariale des ingénieurs au Canada, au Ok, Québec. En fait, Donc, en fait, tes informations sont publiques, en fait. oui, c'est public. Ok, Je veux dire, là, ok. je peux. Donc, tu pourras me partager le lien après. Oh ben, en fait, est-ce qu'il y a un lien? Je peux te partager en fait le document en fait. Ok. C'est un PDF. Ok. Je peux te le partager. Il n'y a pas de problème. Donc, ça, tu vois- c'est une information publique. C'est public. Ok, d'accord. C'est public. Ça donne en fait vraiment Ça. une information sur le salaire moyen, médian et tout. Selon bah, pas d'ingénieur, donc Exact. mécanique, électrique, en fait tout est là. Ah, Donc très souvent en fait, si tu veux savoir si tu es bien payé ou pas, va regarder et Exactement, compare ton salaire ouais. par rapport à ce qu'il fait actuellement. Excellent. S'il y a Tu un vois? tel document. Non, il y a un très document, bien. et ça, les Donc, gens si ne vous savent voulez pas. ça, dites-moi en commentaire, je vais mettre le document à votre disposition. Donc ça en fait c'est un truc que les gens ne savent pas, qui est vrai, et puis là tu connais, actuellement je peux même le dire, quand moi j'ai vu celui de l'année passée par exemple, il disait que la moyenne des ingénieurs, et là pas seulement génétique, ingénieur, la moyenne salariale actuellement pour la plupart c'est qu'ils sont 74 000. 280 Genre 000. pour ceux qui, genre tu sors de l'école Ok, avec ceux zéro qui- expérience. Ok, ceux qui viennent d'entrer. Ouais, parce que très souvent, l'expérience et les salaires Ça qui bouge. sont. Ouais, c'est Et ça. puis pas seulement avec l'expérience mais avec le domaine aussi. Ouais. À son temps, ça, je veux dire, moi, je me rappelle que l'année passée, par exemple, en génie électrique, quand j'allais, je postais pour un poste, l'année passée, juste en prépa, il y avait un qui proposait, c'est drôle parce que ça dépend des entreprises, hein.
me proposait 140 Mhm. avec bonus. Mhm. En même temps, tu vois, j'étais un peu. Quand je dis ça dépend vraiment. Mhm. Tu vas ouvrir un poste, ils vont te proposer peut-être 100. En même temps, il y a des gens qui vont te proposer juste des salaires aussi que je vais trouver minables, quoi. Je veux dire minable dans le sens où, avec tout ce que tu as fait Mhm. en tant qu'ingénieur et consort, Ah. ça varie vraiment. Pourquoi ce secteur, Ok. ça varie Mhm. selon en fait. C'est ça, on veut une moyenne, une idée. Non, En mais général, c'est ça, si bah. le domaine est... Non, mais non, le domaine est quand même assez rentable. Comme je dis actuellement, la moyenne, très souvent pour les gens qui commencent, c'est entre 15 et 85. Ouais, ok, super. Mais en fait, il y avait une question que j'avais. Est-ce que, parce que je suis sûr que beaucoup vont nous suivre depuis l'Afrique, est-ce que tu as des relations avec des ingénieurs dans ton domaine, génie électrique en Afrique par exemple? L'idée que je veux ressortir de là, c'est est-ce que on trouve quand même de bonnes formations en Afrique dans ce cas? Parce que toi, tu es venu ici pour terminer. Est-ce que tu penses que tu as une idée de est-ce qu'il y a de bonnes formations en Afrique où les gens peuvent s'en sortir Ouais, moi je trouve qu'il y a de très bonnes formations en Afrique. pour le génie électrique? Pour le génie électrique, en tout cas, parce que moi j'ai des amis qui sont ingénieurs dans mon pays, Mhm, mhm. qui n'ont pas quitté le pays. Ok, donc ça va. Et Eux aussi, ça va. certains bah, sont bien payés. Je veux me dire, il y a certains même qui sont même mieux payés que nous ici. Hmm. Mais d'après ce que c'est une affaire d'impôt. Je ne sais pas, je ne dirais rien. Mais je sais qu'il y a des gens qui sont très bien payés. Ok. Et il ne faut pas minimiser ce qui fait en Afrique. Ouais, La c'est seule chose qui est vraiment différente, ça. Mhm. bon, pas la seule chose, l'une des seules choses, c'est que c'est peut-être plus dur en Afrique de se faire un nom. Ah bon? Oui, parce que en fait, les relations, il faut savoir si c'est les relations. Je pensais que c'était plus difficile. Hein? Non. Bon, peut-être dans ton domaine. Bah, peut-être dans mon domaine aussi. ouais. Mais je parle en fonction de ce que moi, quand je parle avec les gens, Oh, mes amis ok. qui sont ingénieurs et les trucs qui sont en Afrique. Donc ça dépend de ta relation aussi. Tu vois, il y a des gens en fait, parce que je connais des gens qui sont, on a tous étudiants ensemble, il y a ce groupe qui est bien, et ce groupe c'est pas forcément évident. Tu vois. Donc je comprends que c'est pas Ouais, c'est pas linéaire, disons. c'est pas linéaire, non, D'accord. c'est pas linéaire. Excellent. Donc, peut-être on va essayer de se jouer les magiciens, se projeter un peu dans le futur. Allons-y. Du style, comment tu vois ton métier dans 10 ans par exemple? Et puis, comment tu vois l'intelligence artificielle influencer ton métier? Est-ce que tu penses que dans quelques années, les robots peuvent te remplacer? Ah là, la question de l'intelligence artificielle, c'est partout. Hein. C'est une bonne question. Mon métier dans 10 ans. Bon, si on parle du métier d'ingénieur bah, de système de transport intelligent, donc ce que je fais actuellement là, aujourd'hui, dans 10 ans, c'est quoi? Il y aura beaucoup plus d'analyse prédictive, de prévision prédictive. Qu'est-ce que je dis par là? C'est que en ingénierie, ce qui se passe, c'est que très souvent, on a en fait beaucoup de problèmes qui arrivent souvent. D'accord? Donc, ce soit avec les réseaux, c'est avec les. Bah, quand je dis réseau, je parle beaucoup de tout ce qui est électrique, télécom aussi. Hein. Mais ces réseaux en fait, ont besoin parfois de maintenance. Il y a des choses qui arrivent en fin de vie. Il y a des choses en fait qui peuvent. Bah, tu sais, on a la neige ici. Hein. On a des problèmes ici, on a tel. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent qui font que très souvent, en fait, ce qui est important, c'est savoir gérer le problème rapidement. Je ne sais pas si tu as remarqué, une fois, il y a eu un problème là, et puis les gens, il y a l'électricité, des gens ont été bloqués pendant une semaine ou deux. Il y a ce genre de choses. Ça, c'est catastrophique quand ça arrive. Donc, ce que l'intelligence artificielle va venir faire, c'est beaucoup, d'abord, connecter plus les infrastructures. Les infrastructures seront plus connectées, ça c'est sûr. Maintenant, après, c'est venu gérer, en fait, en télécom, je te parlais de bandes passantes. Bon, c'est peut-être. C'est pas sûr que je comprends ça, mais. Non, en fait, en gros. Moi, En fait, la bande passante, c'est un peu comme l'autoroute pour le transfert de données. Un truc du genre, en fait. Je vais essayer d'expliquer ça comme ça, en fait. Ouais, je comprends. Quand l'autoroute est congestionnée, il y a les choses sont plus lentes. Donc, parfois, en fait, ça n'avance juste pas, en fait. Donc, souvent, en fait, il y a certaines choses de communication qui ne peuvent pas passer, peut-être parce que la bande n'est pas assez est congestionnée, en fait. Ou, bon, on n'a pas assez de place, il faut attendre, il faut gérer. C'est un des problèmes, pas problème, mais c'est une des choses qui une fois améliorée, ça a créé beaucoup de choses. Donc, l'intelligence artificielle est venue changer beaucoup. En fait, ça va beaucoup aider plus dans tout ce qui est les analyses prédictives, dans tout ce qui est différent, en fait, et beaucoup dans la connectivité. Donc, est-ce que mon métier va disparaître? Ou bien s'il va changer? La vérité, c'est que je ne veux pas dire que ça va disparaître, parce que je pense pas qu'on pourra un jour changer la place des êtres humains. Par contre, ce qui est vrai, c'est que beaucoup de petites choses vont changer.
Beaucoup de petites choses ont changé. C'est-à-dire, il y a des choses, en fait, on n'a plus besoin des hommes. C'est triste, mais c'est la réalité. La machine est plus rapide. Par contre, on aura toujours besoin d'un homme pour interpréter certaines choses. On aura toujours pour s'assurer que la machine fonctionne correctement. C'est ça. Donc, maintenant, à quel niveau, je ne sais pas. Okay. Mais moi, dans mon métier, par exemple, en fait, l'intelligence artificielle va venir rendre des choses beaucoup, en fait, plus rapides. Et dans tout métier, où ça va jouer, en fait, une grande importance, c'est les données. Donc l'analyse de données, j'ai tout à l'heure parlé de l'installation des caméras et des systèmes de détection véhiculaire qu'on sort, bah, tout ça c'est des données. Okay. Yeah. Quand je dis c'est envoyé à Google, en fait tout ça c'est des données en fait. Dans ces données en fait il y aura des gens, je suis sûr qu'actuellement, bon je sais même pas s'il y a vraiment des gens qui peuvent le faire, mais l'intelligence artificielle ça vient en fait régler sur ces data, ces analyses en fait. Je pense que c'est très important à ce niveau. Maintenant prendre mon métier, mon père me dit toujours il faut choisir son métier en fonction des besoins de demain. Donc, il faut choisir son métier en fonction des besoins de demain. Et moi, actuellement, je pense que je te rappelle, je t'ai dit que j'ai fait un truc comme mathématiques, télécom et AI. Donc, la partie AI, actuellement, je suis toujours dans mon travail, mais je suis en train de faire une certification en intelligence artificielle. Pour compléter. En deep learning encore beaucoup plus, parce que je le fais, mais là, un truc avec deep learning et un professeur à Stanford. Et puis en sciences de données aussi. Pas un peu compléter, parce que je sais que la demande sera aussi là dans mon domaine. Et on est donc la formation continue en fait, tu t'amuses pas avec. Ah non. Donc toi tu anticipes en fait. Il faut toujours anticiper. En fait, il faut toujours voir dans le futur. Un ingénieur doit toujours anticiper. La formation continue, comme tu as dit, c'est valable pour trouver encore beaucoup plus en ingénierie aussi. Donc c'est important, oui. Ok. On part un peu vers la fin de l'interview. J'aimerais que tu donnes un conseil simple aux jeunes qui nous écoutent par rapport à déjà de façon générale, parce que j'ai vraiment aimé la partie où la façon dont tu as choisi ton métier. Est-ce que tu as un conseil dans ce sens? Peut-être ça pourra être un conseil général et puis un conseil spécifique dans ton domaine qui peut les aider pour ceux qui vont décider, qui ont été convaincus par le métier que tu fais, qui veulent l'embrasser. Regardez directement en fait. En fait, ce que je dirais simplement, c'est que l'école n'est pas suffisant. Oui, je veux dire ça. L'école n'est pas suffisant pour choisir exactement ce que l'on veut faire. Je m'explique par là simplement, c'est quand vous pensez à quoi faire demain, un peu comme là cette vidéo en fait, c'est important d'aller voir des gens qui sont dans le domaine ou juste aller sur YouTube, taper ce que vous encore pensez, essayez de voir ce qui est dit. C'est l'avantage aujourd'hui qu'on a avec l'internet. Donc l'école n'est pas suffisant. D'abord il faut aller chercher les idées ailleurs pour commencer. Et deux, je parle en termes de formation. Beaucoup de gens... Donc quand tu dis c'est pas suffisant, c'est comme après l'école, il faut toujours continuer à se former. Ce que j'essaie de dire d'abord, c'est que l'école est important pour les bases, mais ce n'est pas suffisant si tu veux évoluer plus. Si on se base sur juste l'école, en fait, l'école est en retard. Donc, ok. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'après l'école, qu'est-ce qu'il faut ajouter? Il faut ajouter les formations continues, il faut ajouter, en fait, aller parler aux gens. Je veux dire, moi, ce que je pense, c'est vraiment très innovant, c'est les gens qui font le doctorat. Parce que c'est des gens qui sont toujours en formation. Ces gens, en fait, je pense que l'innovation vient beaucoup plus des docteurs. Ou peut-être des gens en maîtrise aussi, mais beaucoup des gens qui sont dans le métier de doctorat. Parce que je veux dire qu'a priori, le doctorat, c'est vraiment la recherche. C'est ça, exactement, pas de recherche. Donc ça, c'est une formation continue. Donc oui, après l'école, je pense que c'est très important, plus qu'important en fait, d'aller se former dans des choses. Je veux dire, même si tu travailles actuellement, si tu es à l'école, je ne sais pas ce que tu fais, peut-être tu es à l'université ou tu es en train de penser à quoi quelque chose. S'il y a un truc qui t'intéresse, n'attends pas d'être à l'université si tu n'es pas encore à l'université. On n'attend pas forcément en fait d'être dans une spécialisation. Tu peux déjà te dire, moi, ceci m'intéresse. Alors peut-être chaque semaine, je vais consacrer 2 heures à apprendre sur ça. Ouais, donc c'est puissant ce que tu dis. L'école n'est pas suffisante. L'école n'est pas suffisante. D'autres diront que l'école n'est pas importante, mais c'est pas vrai. L'école est importante, mais c'est pas suffisant. Ouais. Je pense que c'est fort et j'espère que ça... Est-ce que tu as une personnalité qui t'inspire actuellement beaucoup? Peut-être juste en 30 secondes. Ça peut être une personne vivante ou pas, mais une personnalité qui t'a inspiré ou qui t'inspire.
Je pense que je vais énerver beaucoup de personnes actuellement. D'accord. Non, regarde, en fait, non, je vais citer... quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré, c'est Steve Jobs. Ok. C'est pas un ingénieur, mais c'est un visionnaire. Et j'ai beaucoup apprécié comment, juste à travers son idée, ça a changé beaucoup de choses. Ok. D'accord, donc je dis ça comme ça. Les gens n'aiment pas pour des choses, mais moi, je ne m'aurais pas le côté négatif, je vois plus que ça. Ok. Mais actuellement, si je dois répondre là maintenant, c'est Elon Musk. Ok, je comprends pourquoi. Les gens me détestent déjà. Hein. En tout cas, en commentaire, tu vas nous expliquer pourquoi. Elon Musk, donc, donc je pourrais pas comme ça. Mais là, est-ce que tu as une ou deux passions en dehors de ton travail que tu... Une des passions, j'en ai deux principalement. Dans ces jeux vidéo, tu vois que il y a la peste là qui est là. Ouais. Bon, c'est les mathématiques, incessamment. Waouh. Mais là, je sais ce que c'est un cours sur... en fait, les gens le verront là. En fait, là, je suis là en train de revoir encore. Thinking. Ouais, parce que là, c'est pas juste à l'école, en fait. Ouais. Ça demande un peu comment, en fait, innover, en fait, dans ta réflexion, même dans les problèmes du show. J'aime beaucoup. Mais j'adore le fait que, tu vois, l'interview avec toi a permis de voir que les maths, ça peut faire manger vraiment. Parce qu'en général, je pense qu'en très grande majorité, en Afrique surtout, les gens qui font les maths souvent ont du mal à s'en sortir. Peut-être que cette interview peut leur donner des idées. La seule crainte que j'ai, peut-être que tu me diras, c'est que j'ai l'impression que peut-être qu'il y a moins d'opportunités en Afrique quand tu fais les maths pures que quand tu cherches à t'ouvrir. Je ne sais même pas si je suis vraiment dans la légitimité pour répondre à cette question parce que c'est vrai que beaucoup de gens font des maths pures et puis il n'y a pas beaucoup de débouchés. On finit peut-être professeur au collège ou je sais pas. Mais est-ce qu'il y a moins de débouchés ou c'est juste qu'il n'y a pas beaucoup de... C'est pas clair. Qu'est-ce que je dis par là? C'est parce que là, j'ai parlé de mathématiques qui m'a orienté vers l'ingénierie. Mais les maths, en fait, peuvent orienter vers les finances, vers aussi tout ce qui est assurance actuariat. Mais est-ce que les gens ont ces opportunités? Est-ce que les gens le savent pour commencer? Moi, je ne vais pas taper, je me suis. Est-ce que les gens le savent? Je ne sais pas. Moi, à l'époque, je parlais à mathématiques et informatique. Mais aujourd'hui, je me dis, alors on se parle actuellement. Si à l'époque, en Amérique ici c'était sûr, hein, mais si à l'époque en fait tout ce qui était intelligence artificielle, on en parlait à l'époque dans mon pays, je pense que j'allais directement aller en intelligence artificielle parce que c'est beaucoup de mathématiques. C'est énormément de mathématiques et c'est de l'informatique que j'aime l'informatique aussi. Donc actuellement, quand je fais deep learning et consort, c'est parce qu'il y a beaucoup de maths derrière, il y a beaucoup de raisonnement derrière en fait. Donc je continue toujours à embrasser en fait ce que j'aime en fait. Donc il y a un truc que je me dis souvent, c'est que soit tu cherches à faire ce que tu aimes et tu le trouves quelque part en fait, soit tu apprends à aimer ce que tu fais. Wow. Tu choisis. La vie est un choix. La vie est un choix, donc tu choisis. Donc tellement édifiant que est-ce que tu as une présence en ligne? Si par exemple il y a des gens qui veulent discuter avec toi, peut-être que pas beaucoup, mais des questions plus spécifiques. En plus des questions peut-être dans les commentaires, mais si elles sont personnelles, est-ce que tu as une présence en ligne où les gens peuvent te suivre pour voir un peu ton actualité? Me suivre, je ne sais pas, mais je pense que LinkedIn, pour ceux qui ne connaissent pas. D'accord. Donc je pourrais mettre le lien de ton profil. Oui, bien sûr, parce que tout à l'heure j'ai dit en fait que c'est important d'aller voir les gens pour discuter. Ouais. Et très souvent ces gens, personne ne va les trouver où sur LinkedIn. Exactement. Aujourd'hui, grâce à LinkedIn. Le monde est connecté. Donc, il faut juste aller écrire. Si tu ne réponds pas, c'est pas grave. Si tu réponds, tu poses tes questions. Donc essayez s'il répond. Si vous n'avez pas répondu, c'est pas grave. Mais essayez d'écrire. Mais voilà. Mais voilà, Jean-Hugues a été très généreux dans son partage. Et puis je vais mettre le lien de son profil. Et puis si vous avez d'autres questions aussi, peut-être que j'ai pas pu couvrir à travers l'interview, voilà, n'hésitez pas sous les commentaires. Je vais essayer de le prendre encore quelques temps pour qu'il vienne répondre si j'arrive pas à répondre. Ah non, moi je réponds, pas de problème. Voilà. Si je réponds pas, c'est que j'ai pas vu. Ok, excellent. Enfin, mot de fin ou bien une anecdote, en tout cas quelque chose, une petite image que tu pourrais laisser à notre audience. Je sais que tu as déjà beaucoup donné. Une image de quoi? En tout cas, mot de fin. Un mot de fin, quelque chose. Vu qu'il fallait que je parle de mon domaine, en fait, pour ceux qui aiment la musique, et pour ceux qui aiment tout ce qui est concert en fait, classique, si vous ne connaissez pas, allez YouTube encore. Mais en fait, c'est ça. Donc, les gérer, en fait, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme en fait, un concert en fait, où il y a beaucoup d'instruments. Donc, il y a un chef d'orchestre, il y a le piano, le gars qui joue le piano, saxophone, tout, tralala, blabla, flûte, consort. Et chaque partie importante, chaque note importante, donc tout le monde a son rôle
qui n'est pas négligeable. Et donc, c'est comme ça l'ingénierie en fait. C'est que tout le monde, il n'y a pas de partie plus importante qu'une autre. Les techniciens ne font pas moins qu'un ingénieur. Parce que parfois, des gens vont dire que oh, les ingénieurs sont mieux que les techniciens. Non, les techniciens ne sont pas moins qu'un ingénieur et tout. Donc, c'est important le tout qui est important. Et pour finir, là, je vais aller chercher un grand Africain, Mandela, qui a dit, ou qui disait, parce qu'il est mort, mais il a dit en fait que tout semble impossible jusqu'à ce que ce soit fait. Très souvent, peu importe ce que vous voulez faire, si vous ne voyez pas comment, ça peut paraître impossible. Mais le jour où vous allez faire là, vous allez réaliser que ce n'était pas impossible. Ben, je pense que j'ai plus de mots à ajouter. Merci beaucoup. Ça fait un plaisir. Ça fait un plaisir. Merci.